du cancer. Il reviendra donc sur cette manifestation. Toujours plein santé, Flabnour aussi, comme chaque dimanche, elle recevra cette fois-ci un médecin donc, qui vient apporter son expertise, particulièrement dans la spécialité gériatrie, donc qui commence quand même à s'imposer de petit à petit. Chez nous, oui, n'est-ce pas? Oui, petit à petit, donc comme une spécialité à part entière. Et aussi, comme chaque dimanche, nous allons retrouver Samir Hadjama. Cette fois-ci, elle va revenir sur un sculpteur donc, qui nous a fait de belles sculptures qu'on retrouve au niveau de l'esplanade de Riyad al-Fath. D'accord. Et aussi, Hassan Arabe aussi, page Histoire en sa compagnie. Il reviendra sur les crimes coloniaux, surtout que hier nous avons commémoré donc, les massacres donc, du 8 février, le bombardement notamment de Sariyat Sidi Youssef. Riyad Belkhadim sera parmi nous également. Il reviendra sur les rendez-vous sportifs. Alors beaucoup de santé pour cette matinée, comme chaque dimanche aussi. Nous retrouverons Ania Sarif, donc nutrithérapeute. Elle parlera cette fois-ci donc de l'alimentation et de son influence sur le cerveau. À ces pas, les étudiants, ils ne cessent de nous impressionner sur terrain. Exactement. Ils font un travail colossal de sensibilisation particulièrement, puisque l'association ACEPA, donc l'association des étudiants en pharmacie d'Alger, organise un événement de sensibilisation par rapport à l'automédication et surtout la résistance aux antibiotiques qu'on développe suite à l'automédication. Donc voilà un peu pour le programme de cette matinée. C'est riche. Voilà, c'est riche quand même, c'est beaucoup de santé. Surtout, nous avons encore besoin d'être sensibilisés par rapport à la question de santé, n'est-ce pas Amel? Oui. Alors Amel, hier je nous disais qu'il allait faire beau, il a fait beau effectivement, mais nous avons eu quand même quelques gouttelettes. Oui, exactement. Ouais. Mais c'était prévu, hein. On l'avait dit pour le centre. Ah d'accord. Ah oui. Non, moi j'avais gardé que il fait beau. Ah si, il y avait le symbole quand même pluie. Je me suis dit demain, Amel, je vais pas la rater. Non. Ça a été annoncé. Oui. Voilà, c'était annoncé. Alors ça va continuer pour aujourd'hui? Non, malheureusement non. Non, ça va pas continuer. Malheureusement. Oui. On aura quand même quelques nouvelles du ciel. Oui. Quelques détails. On ira. C'est parfait. Allez, ce sera juste après ça. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et donc on disait, il va faire quel temps finalement aujourd'hui? Nour, c'est l'amélioration pour aujourd'hui sur pratiquement tout le nord. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, Météo Algérie prévoit l'amélioration sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois quelques passages nuageux, mais près des côtes est, qui peuvent donner quelques pluies par endroits sur l'extrême centre-est, les côtes est, avec toutefois de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions ouest et centre, puis le ciel restera dégagé à peu nuageux, excepté quelques passages nuageux, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers les côtes est, la moitié sud, rien à ciel. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé avec toutefois de la brume sur les oasis, mais en matinée qui va se dissiper bien sûr. Et à noter des sementes de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le sud du Sahara oriental. Concernant les températures, elles seront en hausse, mais plus à l'ouest. Météo Algérie prévoit un maximum de 21 degrés du côté de Tlemcen, 20 degrés à Oran, 18 à Alger, 17 degrés à Tizi Ouzou, également à Naba, 14 Guelma, Sétif, Al Bayad, 16 degrés à Tiaret, 13 du côté de Djelfa. Au sud, 21 degrés Bécha, également Gardaya, 23 Biskra à Tindouf, 25 Adrar Salah Timimoun, 26 degrés à Taman Rasset, 24 à Janet, 31 Borj Bedjourta et enfin 33 degrés le maximum cette fois-ci à Ingzem. La mer aujourd'hui, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très agitée sur les côtes est. Des vents faibles sur les côtes ouest et centre et les vents varieront entre 10 et 20 km/h et les vents seront variables. Par contre, à l'est, jusqu'à 50 km/h et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest et la mer sera très agitée.
Eh bien, on va faire un petit tour du côté du continent, l'Amérique, l'Europe, pardon, avec un ciel passagèrement nuageux vers Moscou, Kiev, des pluies prévues à Londres, Paris, également Lisbonne et Istanbul, plutôt couvert du côté de Rome et un ciel dégagé à Berlin et Vienne. Le mercure affichera moins 3 degrés le minimum à Moscou et Kiev, 5 à Berlin et Vienne, 7 à Paris, 6 à Londres, 16 degrés à Rome et Lisbonne, 7 à Istanbul, 13 à Madrid, en passant par les 16 degrés à Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. C'est donc les nouvelles du ciel. Amel, on retient une petite hausse de température pour aujourd'hui. Sur l'ouest et plus près des côtes centres aussi. Effectivement. Donc, je vous donne un peu plus de détails. Oui, à dans tout un à petit l'heure moment. midi. Donc, après journal télévisé du midi, après celui de 19h. 19h. Demain. Et demain. À partir de 18h. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. On te retrouve tout à l'heure. On continue cette fois-ci. Nous allons retrouver notre ami Fella Bennour et son invité, mais ce sera juste après ceci. Fella Bennour, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Fella? Ça va très bien. Et toi? Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, Fella, on va s'intéresser, donc en compagnie de ton invité, à une frange particulière de la société, n'est-ce pas? Absolument. Le troisième âge, si Oui. on peut l'appeler ainsi, à partir de 65 ans en tout cas. Voilà, c'est qui est une tranche quand même qui a besoin d'une prise en charge assez particulière. Beaucoup plus d'attention, oui, je dirais. Voilà, effectivement. Et on te retrouve en compagnie de ton invité, c'est à toi. Très bien. Bonjour. Donc bonjour à tous. Dans Djalia.dz, on va recevoir aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Mourad Kacher, un Algérien qui réside de l'autre côté de la rive et qui vient régulièrement en Algérie depuis 2016, n'est-ce pas, docteur Kacher? Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je disais que vous faites les allers-retours, vous êtes installé en France depuis une vingtaine d'années, je crois, en plus. Plus de 25 ans, on va dire depuis 98. Plus de 25 ans, et vous faites les allers-retours Ouais. depuis 2016. Vous avez même démissionné de votre poste en tant que fonctionnaire permanent dans les hôpitaux pour être disponible et être là régulièrement. Voilà. Je me présente, docteur Kacher Mourad, je suis gériatre, c'est-à-dire spécialiste dans les personnes âgées, on va dire. C'est les personnes âgées, c'est à partir de 65 ans avec 2 pathologies ou plus, ou 75 ans sans rien ou une pathologie seulement. C'est-à-dire cette spécialité, entre parenthèses, n'existe pas encore en Algérie. Je travaille en France. Et j'ai décidé à partir de 2016, vu que j'ai fait médecine pour ma mère, entre parenthèses, grâce à ma mère, c'est-à-dire c'est elle qui m'a suggéré de faire médecine, d'être médecin, parce que voilà, la génération d'avant, c'est médecin, ingénieur, etc. On va revenir un petit peu sur Voilà. cette histoire. Vous êtes là pour justement une formation, une rencontre autour de l'Alzheimer Ouais. qui s'est déroulée hier, je crois, Ouais, oui. et qui a regroupé des spécialistes. Voilà, depuis 2016, j'ai décidé d'abandonner mon poste fixe, CDI, et maintenant je fais que des remplacements. Et depuis 2016, je fais 1 mois en France de travail, et 1 mois ici, je fais des bénévolats, de l'enseignement, les aidants en arabe dialecte, et pour les médecins aussi généralistes, j'essaie d'apporter mon expérience que j'ai eue en France, entre parenthèses. Alors, pour revenir sur votre histoire, vous êtes né à Alger Oui. dans les années 60, Oui. donc, en 65, Oui. je peux le dire. Oui. Donc, et donc, vous avez, au départ, vous vous êtes fixé l'objectif d'être pilote Oui. de ligne. C'était mon rêve d'enfance, je voulais être pilote. Et quand j'ai dit à ma mère pilote, elle m'a dit c'est quoi pilote? J'ai dit chauffeur d'avion. Oh, chauffeur. Voilà, elle m'a suggéré de faire médecine. Et
elle m'a convaincu, j'ai fait médecine. Vous avez fait médecine. Elle vous a marqué, votre maman, docteur Kacher? Ah oui, Elle vous a motivé, elle vous a poussé pour être... on la voit là à l'image. Oui, voilà, c'est-à-dire... Elle a joué un rôle important dans votre vie. Oui, c'est-à-dire... On peut revoir l'image, s'il vous plaît? La photo? Ma mère, c'est... Voilà, on l'a. C'est le tout, c'est-à-dire ma mère. Je sais pas, je suis bloqué quand je vois ma mère parce que ça fait pas longtemps que je l'ai perdue en 2023, le 7 septembre 2023. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas assisté à son enterrement et je n'ai pas vu sa tombe jusqu'à maintenant. Je n'ai pas pu le voir. Alors c'est pour ça, je peux, voilà. Il n'y a rien à dire, c'est-à-dire les mots, je ne peux pas parler de ma mère parce que c'est... Et on comprend votre engagement pour la spécialité de gériatrie. Voilà. Et surtout la formation du personnel aidant. Voilà. Parce que vous avez vécu une expérience qui est douloureuse, mais en même temps... Ce que je n'ai pas pu faire pour ma mère, je le fais pour toutes les mères qui sont là en Algérie. Voilà. Ça peut être Sadaqa, Hassanat, etc. Ce que j'ai fait hier, par exemple, c'était les aidants. Ceux qui sont à la maison en train d'aider les gens qui ont d'Alzheimer sont un peu perdus. Alors j'essaie de leur expliquer la pathologie pour qu'ils comprennent un peu. Ma mère, elle m'insulte, je ne comprends pas, elle me dit je suis en train de la voler, voilà. C'est-à-dire comprendre la maladie, et en même temps reconnaître ces personnes-là, les aidants au domicile. Parce qu'ils ne sont pas très visibles, mais ils sont là, les aidants au domicile. Leur donner un peu de la visibilité. Parce que quand ils vont chez le médecin, par exemple, un aidant, il va avec son père ou sa mère, le médecin s'occupe que du malade. Il ne pose pas la question à l'aidant. Alors ça, c'est très important. C'est un couple. Je leur dis aux médecins généralistes, si vous gérez juste le patient et vous ne gérez pas l'aidant, vous faites le travail à moitié. C'est ce que j'essaie d'apporter, c'est très important. Et déjà, même les aidants, ils disent, aucun médecin nous dit comment allez-vous. Quelle est la méthode, quel est le mode d'emploi Le mode d'emploi, en même temps, comment allez-vous? Parce que des fois, les aidants, ils sont en souffrance, ils sont en burn-out, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer convenablement leurs parents. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Quand je viens, je fais des conférences partout. Entre parenthèses, même Taman Rasset, Béchar, là on m'invite. D'ailleurs, à travers vous, on rend hommage à tout le personnel de la santé. Voilà, c'est-à-dire je fais des caravanes, je suis avec une association franco-algérienne, on fait des missions ici, on apporte notre expertise, ils viennent même des chirurgiens apporter c'est-à-dire des techniques, etc., qui entre parenthèses, qui n'existent pas ici encore. Justement, une des raisons pour laquelle vous avez quitté l'Algérie, c'est pour aller faire une formation en gériatrie. Ouais. Parce que jusqu'à présent, je crois savoir que la spécialité n'existe pas en tant que spécialité. Voilà, ils ont fait un module de 3 semaines pour les externes, les étudiants en médecine, mais pour la spécialité, elle n'existe pas encore. Et à partir j'ai fait ces émissions pour essayer de lancer quelque chose, c'est-à-dire de dire qu'on est beaucoup de gériatres, des milliers de gériatres en France, parce que cette spécialité, quand vous rentrez dans un service de gériatrie, impossible de ne pas trouver un Mohamed ou un Mourad ou un truc comme ça. On est dans la spécialité de gériatrie et on est disponible. Il y a beaucoup d'Algériens, c'est vrai que les médecins algériens sont reconnus à l'étranger et notamment en France. Oui, parce que ils sont dans les services les plus importants. Oui, réanimation, la psychiatrie, la gériatrie, les urgences, etc. Vous trouverez toujours des médecins algériens. Et nous, on a plus de 25 ans d'expérience en gériatrie, c'est-à-dire mon domaine, c'est s'occuper de la personne âgée. Comme on dit pédiatrie, s'occuper des enfants, moi je m'occupe des personnes âgées à partir de 65 ans. Parce que, entre parenthèses, ici en Algérie par exemple, une personne âgée, elle voit le cardiologue. On dirait, entre parenthèses, qu'il n'a que le cœur. Alors que le cardiologue ne peut pas gérer... La gériatrie gère toutes les spécialités. Voilà, c'est comme un généraliste pour la personne âgée. C'est-à-dire, je maîtrise le cœur, les rhumatismes, les yeux, voilà, toutes les pathologies. C'est comme un pédiatre. Vous avez un enfant, pour bien le soigner, vous le prenez chez un pédiatre.
votre mère et votre père, pour qu'ils soient bien soignés, il n'y a pas mieux qu'un gériatre. Pour l'instant, on n'a pas ça, c'est la médecine interne ici, ou le médecin généraliste. Mais c'est très important ce que c'est vous très dites. important qu'on lance sa spécialité. Et je dis aussi qu'on est très disponible. Moi-même, je le dis, il y a beaucoup de médecins algériens qui sont disponibles. Vous aviez dès le départ que vous alliez faire gériatrie? Au début, que je voulais faire pédiatrie. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé en gériatrie. Et les personnes âgées, ils ressemblent un petit peu À nos parents. Voilà, c'est-à-dire et en même temps, ils ont cette innocence des enfants, etc. Alors j'ai aimé faire Vous avez fait même 2 ans à Tamanrasset. Oui. Une expérience qui en 90, quand j'ai fini qui vous a marqué aussi. quand j'ai eu mon diplôme ici en 90, je n'ai pas trouvé de poste ici. Je suis parti aussi dans le sud. J'ai bien aimé dans le sud. Hein. Quand on y va au sud, on y retourne. Et je suis retourné par la suite pour visiter. Une expérience c'est enrichissante. avec des missions aussi dans le sud aussi. On a aidé, on a fait des interventions. Moi, c'est plus de l'enseignement que je fais. Je suis pas chirurgien. Mais quand j'étais avec cette association qui vient ici une semaine avec des chirurgiens, des ophtalmologues et tout ça, moi, j'interviens dans des conférences et je donne mon expertise. Qu'est-ce qui motive cet engagement, docteur Kacher? On vous voit très... C'est mon pays qui m'a formé. Je suis parti en 90, j'étais déjà médecin. Alors, j'étais déjà prêt pour travailler là-bas. Alors, c'est une dette, entre parenthèses, pour moi, c'est une dette. Ce que je fais gratuitement, bénévolement, je le fais parce que je pense que j'ai une dette et je dois rendre quelque chose à l'Algérie qui m'a formé, voilà, je suis algérien toujours. Je n'ai pas la fier de l'être. Voilà, je n'ai pas la nationalité française malgré que j'ai presque 30 ans en France. Voilà, je suis toujours algérien. Et 6 mois ici, 6 mois en France. Un mois, voilà, on va dire 6 mois, mais un mois je fais. Avec oui, voilà. l'alternance de... Même ma famille, c'est ici, voilà, toute ma famille est là. La petite famille, la grande famille. On voit qu'il y a un environnement qui est en train de changer, de passer à... On voit des jeunes qui sont très motivés, une ouverture aussi vers les Algériens qui sont aussi établis à l'étranger, dans toutes les spécialités. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment en Algérie? On voit beaucoup de changements quand même. Oui, ça commence à bouger. Comme on dit, l'Algérie et le Jazairi, elles s'organisent là-bas dans toutes les spécialités. D'ailleurs, j'ai été dans le consulat dernièrement. On nous a invités, tous les médecins et tout ça, pour essayer de faire quelque chose et de faire un lien pour apporter notre expertise. Comme la gériatrie, par exemple, elle n'existe pas ici. Il n'y a pas mieux de ramener nos gériatres algériens de là-bas vers ici que de ramener, entre parenthèses, un Français ou un étranger, parce qu'il ne va pas donner avec son cœur. Ils sont excellents, voilà. Une compétence voilà, c'est-à-dire, moi en même temps je connais, vous ramenez par exemple, entre parenthèses, un gériatre français ici, vous allez lui dire une infirmière au domicile, tout ça, il comprend. Moi je sais ce qu'il y a ici, ce qu'il n'y a pas. Voilà. Bien sûr, parce que voilà. chacun son environnement. Voilà, c'est-à-dire voilà, d'une manière générale. Voilà, c'est-à-dire nous on peut apporter beaucoup mieux par rapport à d'autres médecins, entre parenthèses, français de souche, des Algériens établis. Je ne suis pas né en France, j'ai vécu ici, entre parenthèses, je suis parti à 30, voilà, après 30 ans. Qu'est-ce qui vous marque à chaque fois que vous passez par Alger? Maintenant, vous êtes là régulièrement. Qu'est-ce qui... À chaque fois que je retourne en France, ils m'ont dit que... je leur dis, quand j'ai une batterie clignotante comme au téléphone, je pars là-bas, je la recharge. Je reviens chargé, 3 barres. Et maintenant, je retourne le 15 février chargé. Et voilà, dès que je fais un mois, je me décharge. Malgré que, bon, entre parenthèses, voilà, je fais mon travail et avec cœur, etc. Qu'est-ce qu'il faut... quels sont les conseils à donner à des milliers d'Algériens qui ont des parents qui ont l'Alzheimer? D'ailleurs, je travaille beaucoup avec... Vous travaillez beaucoup sur l'Alzheimer. Voilà. Et en même temps, je suis avec une association Metn Sanish qui est très importante, qui fait beaucoup pour une association Metn Sanish pour l'Alzheimer et le Parkinson. Il y a une adresse où on peut vous... Elle s'appelle Metn Sanish. La présidente, Madame Abdelli,
qui avait sa mère, qui a géré sa mère depuis 15 ans, elle est décédée, ça fait quelques mois, qui a eu l'Alzheimer. Voilà, elle l'a géré. Et elle s'occupe de cette association Parkinson et Alzheimer. Elle s'appelle Metn Sanish. Et on a un groupe dedans, des aidants, on essaie de les aider. J'ai mis même beaucoup de gériatres de France à l'intérieur pour essayer d'expliquer, par exemple, les escarres, l'Alzheimer, les troubles du comportement. Vous les accompagnez? Voilà, les troubles du comportement. On essaie de leur expliquer la maladie. Et cette association, vraiment, elle fait... D'ailleurs, hier, j'étais avec cette association et beaucoup d'aidants et de patients Parkinson et Alzheimer. On rappelle le nom de l'association? Metn Sanish. Metn Sanish. Metn Sanish. J'ai oublié, je n'ai pas donné une photo sur cette association, mais on écrit sur Google ou sur le Facebook Metn Sanish. Elle aide beaucoup, surtout les aidants. Les aidants. Les aidants qui sont au domicile, parce que ces gens-là qui ont l'Alzheimer ou le Parkinson. Pour être aidant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des notions? Je parle d'aidants familiales, pas professionnels. Les aidants familiales, c'est-à-dire la femme. En général, dans mes conférences, je dis... La fille, le fils, le mari ou la c'est femme. 99%, c'est la femme. Oui. Chez nous, en Algérie, je dis la femme algérienne face à la maladie entre tabou et burn-out. C'est la femme algérienne en général. Même si c'est... On lui rend hommage d'ailleurs. Voilà, c'est la femme algérienne qui gère soit son père, soit sa mère. En général, c'est à 99%, c'est la femme. Et des fois, elle arrête même de travailler. Je connais des ingénieurs. Il y a des sacrifices. C'est difficile d'avoir en électronique, elle arrête pendant 10 ans. Et après, quand sa mère elle décède, elle perd le fil pour reprendre son travail. C'est très dur. Hier même, il y a eu des... Voilà. C'est-à-dire, on essaie déjà, quand on les invite comme ça, il y a la reconnaissance déjà de l'aidant. C'est très important. Déjà, ça les motive un petit peu, ça les rebooste pour recharger. Quel est le conseil qu'on peut donner à l'aidant? Qu'est-ce qu'il faut avoir en dehors de la patience, bien sûr? Voilà, la patience. Voilà, je leur dis la patience. Et rappelez-vous quand vous étiez, par exemple, parce que des fois Mais il faut avoir des notions peut-être. Voilà, ou et ils me disent... voilà, ils se fatiguent quand ils répètent la même chose. Je leur dis, rappelez-vous quand vous étiez enfant, papa, comment, maman, comment... c'est un retour à l'enfance. Voilà, c'est-à-dire quand on était enfant, on embêtait nos parents avec les questions et tout ça. Et alors, il ne faut pas oublier ça et prendre en charge nos parents. Et dans notre religion, c'est très important aussi ça. Je voudrais juste confirmer une information. On dit que les huiles essentielles, certaines odeurs, rappellent aux malades qui ont l'Alzheimer des souvenirs. Oui, c'est la stimulation cognitive. Parce que je dis toujours dans l'Alzheimer, il n'y a pas de traitement pour l'instant. Il n'y a pas de traitement, même un traitement récent qui est sorti aux États-Unis très cher, 23 000 €. C'est pas encore, ils sont en train de remettre en cause, il n'y a pas de traitement. Alors la meilleure solution, c'est la stimulation cognitive. La stimulation cognitive, c'est travailler le cerveau, c'est comme un muscle. Le muscle qui travaille se développe. Alors cette odeur, etc., c'est le travail, c'est une stimulation cognitive. Merci beaucoup, docteur Kacher. Il n'y a pas de quoi. Et au plaisir de revenir. Et merci pour l'invitation. Mais c'est notre devoir. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. J'espère que vous allez continuer encore jusqu'à ce qu'il y ait une spécialité de gériatrie en Algérie. Tout ce que je fais, je le fais aussi pour ma mère que vous avez montré tout à l'heure. J'espère que je pourrai rendre visite à sa tombe avant de partir parce que je n'ai pas réussi. C'est pas facile. On rappelle le nom de l'association Metn Sanish. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Filla et merci à ton invité surtout et félicitations pour tout ce que vous faites pour cette frange de la société quand même qui a besoin d'une prise en charge très particulière. Merci à vous. Donc Filla, on te retrouve dimanche prochain. Inch'Allah, merci beaucoup Filla. On continue, on va rester toujours sur la page santé et cette fois-ci nous allons nous intéresser aux compléments alimentaires. Effectivement, on en prend. Parfois, on en prend à tort et à travers, comme on le dit si bien. Et ben, quels sont les dangers donc, de la prise des compléments alimentaires? C'est une question à laquelle Amal Bouakba répond dans ce reportage et on se retrouve juste après. Les Algériens sont-ils de gros consommateurs de compléments alimentaires? Une question que nous avons posée dans cette pharmacie d'Alger. Magnésium, vitamine C, ou le fer, vitamine D. J'ai un traitement à suivre.
Je ne prends pas les médicaments هذوك. Les oranges et les fruits. De préférence les fruits bio. J'ai attrapé la grippe pour booster mon système immunitaire. Le médecin m'a prescrit toutes sortes de vitamines. J'ai l'habitude d'en prendre quand je me sens fatiguée. Depuis la pandémie du Covid-19, le marché des compléments alimentaires connaît un véritable boom en Algérie. Mais quelles sont donc les vitamines les plus vendues? Le zinc, le magnésium, la vitamine D, surtout la vitamine D, qui s'est avéré que c'est un élément essentiel aussi pour le bien-être de l'être humain. Donc c'est un complément où on voit sa consommation multipliée par 10 ou voire plus. La vitamine C, la mélatonine, parce que beaucoup aussi, on voit de plus en plus de personnes qui ont un sommeil perturbé. Toutefois, les spécialistes mettent en garde contre l'usage aléatoire des compléments alimentaires, mettant en avant le risque d'interaction médicamenteuse. Ils peuvent interagir avec les médicaments, ils peuvent aussi être contre-indiqués pour certaines personnes, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, certaines maladies chroniques aussi. Les prendre d'une manière aléatoire, c'est dangereux. Attention, je donne un exemple. S'il y a des personnes qui sont sous anticoagulants, le coenzyme Q10, le curcuma, l'oméga 3 à forte dose, et tout ça, ils ont un effet anticoagulant. Il est sous anticoagulant, ça va aggraver. Donc si demain il fait une hémorragie, il peut tomber ou il a une blessure, il peut avoir une hémorragie. Par exemple, la gelée royale, il faut savoir que c'est vrai qu'elle a ses indications, c'est bien fait, mais quand vous faites dans la composition, par exemple, la gelée royale, elle a un facteur de croissance, d'accord? Donc, il dit facteur de croissance, c'est un peu dangereux. Par exemple, pour les cancéreux, la gelée royale, elle est déconseillée. Pour cette nutrithérapeute, un bilan est impératif avant la consommation de compléments alimentaires. Je dois déjà voir pourquoi cette carence, que ce soit l'apport, que ce soit l'absorption, que ce soit le métabolisme, que ce soit l'excrétion, comment ça se fait. Donc je suis obligée de voir tout le parcours de cette vitamine mathalène, d'accord, le fonctionnement de cette vitamine, est-ce qu'il y a assez le métabolisme est assez adéquat. Et donc moi je répare, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, en fonction de l'adhérence et l'observance du patient à la prise en charge, d'accord. Et une fois que c'est établi, j'arrête, je laisse justement, avec le lifestyle de la personne, ce que je propose, l'exposition au soleil, si on prend que la vitamine C, le mec là. Si le traitement des carences en vitamines avec des compléments alimentaires peut être une solution efficace, rien ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée. Les professionnels de santé insistent également sur le rôle du ministère de la Santé dans le contrôle de ces produits qui inondent le marché. Et l'alimentation saine et équilibrée, nous en parlons, et particulièrement son influence sur le cerveau, en compagnie donc de Ania Srer, et ce sera juste après cela. Ania, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça se passe bien? Ça va et vous? Alors aujourd'hui, je pense qu'on va tous être concernés par ce que vous allez dire. Exactement. C'est le cerveau, l'alimentation, la mémoire, la concentration. Exactement. N'est-ce pas? Et puis, juste avant, il y avait le reportage donc, de Amel Bouakaba, là aussi intéressé aux compléments alimentaires. Et nous avons un petit peu tendance, depuis quelques années, à en prendre à tort et à travers. Oui, exactement. Alors, comme leur nom l'indique, c'est un complément alimentaire et on a comme l'impression qu'on se nourrit au complément alimentaire. Eh bien non, c'est une alimentation équilibrée qui va nous apporter les besoins nécessaires. Et les compléments alimentaires, c'est lorsqu'il y a des carences. Et pour des périodes précises, pour des périodes spécifiques au cours de la vie et au cours de l'année aussi et des saisons, on a des besoins spécifiques à telle ou telle période. Par exemple, en hiver, la vitamine D. Voilà, exactement. Voilà. Selon... Alors, justement, cette prise de compléments alimentaires, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'automédication? Il faudrait juste que ce soit accompagné par un médecin ou un nutritionniste. Voilà, il faudrait que ce soit encadré. Effectivement. Voilà, alors, si je vous pose la question, c'est parce que tout simplement, nous avons 2 jolies jeunes filles avec nous ce matin. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, pour ne pas me tromper sur les prénoms, Boutaïna. C'est moi. Très joli comme prénom. Hein. Boutaïna, ça me rappelle une série télévisée que je regardais quand j'étais petite. Alors, Boutaïna Bouaza et Amira
Azawi. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, ce sont des étudiantes qui nous viennent donc de l'association ACEPA, l'association donc des étudiants en pharmacie d'Alger qui font un travail colossal. D'ailleurs, beaucoup d'événements et particulièrement cette fois-ci, ça va être la sensibilisation à l'automédication. Super. Voilà, transition toute faite. Alors les filles, je reviens à vous dans un petit moment. Mais sinon, Ania, donc on parlait de l'importance de l'alimentation et de son influence sur le cerveau. Donc ça va être la thématique d'aujourd'hui, effectivement. Exactement. Alors, une alimentation saine, on en parle tout le temps. Mais une alimentation saine, c'est quoi en réalité? Une alimentation saine qui est liée à la santé cérébrale surtout. Oui. Est-ce que vous savez comment on appelle l'intestin depuis quelques années? La deuxième appellation du tube digestif et surtout de l'intestin et du côlon. C'est le cerveau. C'est le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau. Exactement, Nol. C'est le deuxième cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des neurotransmetteurs qui sont sécrétés et qui sont directement en lien avec le fonctionnement cognitif cérébral, avec le fonctionnement de notre cerveau et de tout le système nerveux. Et de récentes études, ce n'était pas envisageable avant, mais de récentes études ont mis la lumière sur un lien très fort entre certaines maladies telles que Alzheimer et Parkinson et l'alimentation. Et donc, les études s'orientent, oui, ça fait peur, mais en même temps, c'est bien de réaliser à quel point c'est important et à quel point c'est devenu concret. C'est-à-dire que c'est scientifiquement prouvé qu'il y a un lien. Et d'ailleurs, il y a même des prélèvements qui sont faits pour explorer certaines pathologies neurodégénératives au travers du tube digestif. C'est-à-dire on fait des prélèvements, des biopsies pour la recherche scientifique au niveau du tube digestif pour explorer ou dépister la prédisposition selon la santé du microbiote intestinal à une future maladie neurodégénérative. Le microbiote intestinal, c'est toutes ces bactéries, des bonnes bactéries qui sont dans notre système digestif et qui nous permettent de bien digérer et absorber les aliments et les nutriments qu'on apporte à notre corps. Et lorsque ce microbiote intestinal est perturbé, on appelle ça une dysbiose. Lorsqu'il est perturbé, il est plus perméable, il y a plus de toxines qui vont passer, il y a une mauvaise absorption des nutriments et ça a un effet sur les neurotransmetteurs qui sont sécrétés et un effet direct sur notre cerveau. D'ailleurs, alors justement, là vous avez parlé un petit peu de perturbation de ces microbiotes. Alors qu'est-ce qui perturbe justement? Ce qui perturbe, c'est tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ce qui est sucre blanc, tout ce qui est aliments pro-inflammatoires, on appelle ça comme ça, un petit peu comme le sucre blanc d'ailleurs, c'est un des aliments les plus inflammatoires qu'il y a. Donc c'est tout ce qui va créer une inflammation et tout ce qui est industriel, on va dire. Vous voyez, tout ce qui est trop transformé. Voilà. Si on manque de fibres, on manque de bons glucides, on manque d'acides gras essentiels, on manque de vitamines, ça aussi, ça va perturber le microbiote. Une alimentation équilibrée méditerranéenne serait la meilleure alimentation pour tout ce qui est fonctionnement cérébral plus précisément. Retour aux sources. Voilà. Donc vous allez me dire quels sont les aliments qu'on devrait apporter à notre corps pour que le cerveau fonctionne de la meilleure façon. Déjà, il y a les acides gras essentiels. Les oméga 3 sont très importants pour le fonctionnement cérébral, notamment pour la membrane cellulaire, pour la membrane des neurones. Et les oméga 3, on va les trouver dans les œufs, dans les poissons gras, mais on va favoriser les petits poissons gras comme les sardines. C'est toujours le régime méditerranéen. À force de citer quels sont les bons aliments, on va voir que ça va rentrer dans notre régime méditerranéen bien connu pour ses bienfaits. Et donc, on va trouver ça dans la dinde aussi, les oméga 3, dans les noix. Il y a aussi les vitamines du groupe B, la vitamine B6, B12, B9, l'acide folique, qu'on va trouver dans les légumineuses, dans les noix aussi, dans les pois chiches, les lentilles. Et ça, c'est très important de ne pas oublier de les intégrer régulièrement dans notre alimentation. Il y a aussi d'autres nutriments qui ont un effet. Là, on va parler de tout ce qui est plutôt bien-être. Car ce qui dit cerveau ne dit pas que mémoire et concentration. Il y a aussi la bonne humeur, le bien-être.
D'ailleurs, quand on mange trop sucré, certains enfants, si vous leur donnez un peu trop de sucre, ce n'est pas que de l'agitation qu'ils vont avoir, c'est aussi un comportement colérique. On a vu ça. Et d'ailleurs, il y a aussi des études dans le domaine de la psychiatrie en Europe, en Allemagne, qui s'orientent vers le lien entre certaines pathologies telles que l'anxiété, le stress et la dépression et l'alimentation. C'est-à-dire si vous avez une alimentation complètement déséquilibrée, il peut y avoir un impact directement sur votre humeur. En dehors de l'addiction au sucre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette addiction au sucre qui fait que si on en manque, on est de mauvaise humeur. Si on en prend trop, on est un petit peu plus peut-être irritable. En dehors de ça, il y a un lien entre la santé de ce microbiote intestinal et notre comportement. Voilà. Donc pour revenir à tout ce qui est bien-être, il faut apporter aussi dans notre alimentation des aliments qui contiennent du zinc, du magnésium, et on trouve ça bien sûr dans le chocolat noir. Vous pouvez répéter ça? On trouve ça dans le chocolat noir. Vous pouvez répéter encore? Plus de 70% par contre. Voilà, du plus de cacao. 70%. Voilà, c'est à partir de 70%. On en a déjà parlé dans la rubrique qui parlait de chocolat, dans l'épisode où on a parlé de chocolat. Oui. Donc 70% de chocolat, car il y a aussi des flavonoïdes dedans, et c'est des antioxydants aussi qui vont protéger le système nerveux contre les cellules du système nerveux contre le stress oxydatif. Voilà. Oui. On va aussi apporter... en plus de son impact sur l'humeur, puisque vous parlez aussi, puisque la santé, par la même occasion, c'est aussi un état de bien-être. C'est un état de bien-être avant tout. Donc, c'est le fait de se sentir mieux, d'être de bonne humeur, d'être apaisé aussi. Donc, on va apporter du magnésium et du zinc qu'on trouve dans le chocolat. On le trouve aussi dans la banane. Oui. Donc voilà, on va apporter aussi... Dans certaines graines aussi? Oui. Graines de chia, graines de lin et tout. On trouve beaucoup de nutriments qui rentrent dans le fonctionnement des cellules nerveuses et de la régulation des neurotransmetteurs. Voilà. On va aussi apporter de la vitamine C. Oui. De la vitamine C et tout ce qui est antioxydant. On trouve ça dans les agrumes surtout. Et la vitamine B et la vitamine C, on trouve ça aussi dans les légumes qui sont à feuilles vertes, comme les épinards. On ne va pas oublier de rajouter ce genre de légumes-là dans notre alimentation. Donc légumes à feuilles vertes comme les épinards, légumineuses, pois chiches, lentilles, etc. Les noix. Par exemple, une collation qui serait parfaite, une petite collation, une idée de collation qui serait parfaite pour notre cerveau, ça serait par exemple une tasse de thé bio, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de thé qui est bon pour la santé sans l'être en même temps. Après, le thé, ça fait partie intégrante de notre culture aussi. Exactement. Le thé à la menthe, voilà, c'est un classique. Très prisé aussi. Exactement. Donc, une tasse de thé, un gros carré de chocolat noir. Voilà, pas un tout petit carré. Quand je dis 3 carrés de chocolat noir, on me dit, mais c'est tout petit. Mais non, il y a des gros carrés aussi. Il y a des gros carrés, voilà. Donc, un gros carré de chocolat noir et une poignée d'amandes et de noix. Ça serait la collation, on va dire, exemplaire pour le cerveau. Et puis on sent quand même, je veux dire, après une collation pareille, il y a un sentiment de satiété après. Hein, donc, vraiment... D'ailleurs, les noix contiennent un petit peu d'acides gras essentiels qui font qu'on a cette sensation aussi de satiété. Et on peut toujours accompagner ça d'autres choses, de pain complet, par exemple. Les glucides aussi sont intéressants. Les glucides complexes sont intéressants pour l'énergie au long cours, et notre cerveau en a aussi besoin. Notre cerveau a besoin aussi de glucides. Voilà, pas de sucre blanc industriel, mais de glucides complètes qui vont nous aider à avoir plus d'énergie à dépenser. Donc, il faut que ce soit varié, tout en étant léger, et surtout que ça apporte ces 4 éléments-là, les oméga 3, les glucides complexes, le zinc et le magnésium, et tout ce qui est antioxydant pour protéger les cellules nerveuses de l'oxydation. Donc Agnès, si on arrive à avoir une assiette, comme vous le dites si bien, aussi bien équilibrée, aussi bien variée, on n'aura plus besoin de compléments alimentaires finalement.
À ce moment-là, oui, les compléments alimentaires, c'est en plus, encore une fois, ça peut être très intéressant, attention, les compléments alimentaires, mais comme je vous l'ai dit, c'est pour des périodes précises. Par exemple, en hiver, la vitamine D, c'est ce qu'il faut. Il faut toujours, on a beau être exposé au soleil, on en aura toujours besoin. Certaines vitamines, comme la vitamine B en cours de grossesse, par exemple, ou avant la conception. Certaines périodes, par exemple, pour les personnes âgées où ils n'arrivent pas très bien à s'alimenter, où on a besoin de vitamines en plus. Même les enfants, lorsqu'ils sont, c'est-à-dire les enfants en bas âge, certains ont du mal à s'alimenter, à prendre des légumes, etc. Voilà, à varier un petit peu. Donc on peut toujours, en certaines périodes, les supplémenter. Mais si on arrive à avoir une alimentation qui est variée, qui est diversifiée, qui est régulièrement, c'est-à-dire saine, on peut se permettre des fois des petits écarts, mais on parle de façon générale. C'est-à-dire généralement, il faudrait que notre alimentation se rapproche le plus possible de ce fameux régime méditerranéen de nos ancêtres. Très recommandé d'ailleurs par les nutrithérapeutes. Voilà, et très simple à appliquer. C'est du poisson, des légumes verts, des fruits. Les fruits rouges d'ailleurs sont très intéressants pour le cerveau, ils sont très riches en antioxydants. On va les rajouter à la liste qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, si on se rapproche... Nous avons la chance d'être en Méditerranée et d'avoir donc à notre disposition ce genre d'aliments. Donc Ania, on retient donc qu'on devrait avoir cette assiette le plus régulièrement possible, donc aussi saine, aussi équilibrée. Ça nous évitera donc d'aller vers l'automédication, j'ai envie de dire, n'est-ce pas les filles? N'est-ce pas? Alors je reviens à vous, donc Boutaina et Amira. Donc l'automédication, ça va être un peu votre thématique que vous allez évoquer cette fois-ci, n'est-ce pas? Donc dans le cadre de vos activités au niveau de la CEPA. Exactement. Alors parlez-nous un peu de cette initiative, encore une fois, de sensibilisation auprès de la population par rapport à l'automédication et surtout à la résistance aux antibiotiques. D'accord. Alors, on est en train d'organiser des journées de sensibilisation contre, on va dire que c'est devenu même un fléau, l'automédication et la résistance aux antibiotiques. Vous en connaissez un bout, Ania, malheureusement. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'organiser ces journées pour sensibiliser les gens et de leur dire que l'automédication, les médicaments, ce ne sont pas des bonbons. On ne les prend pas à tort et à travers. Donc voilà. Et aussi, on voit aussi ça avec les antibiotiques. C'est la même chose et c'est aussi le cas le plus grave, je vais dire, car les gens ne savent pas que les antibiotiques, ils sont, on va dire, dirigés, ils sont spécifiques aux bactéries. Donc, par exemple, quand on a un rhume, prendre un antibiotique, ça ne va pas être efficace. Car les antibiotiques, ils vont agir sur les bactéries. Et c'est ça je vais introduire maintenant aussi notre thème, aussi qui est l'antibiorésistance. Donc si par exemple on va prendre un antibiotique contre un rhume, alors qu'on n'a pas de bactéries, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer une antibiorésistance. Donc l'antibiotique, on va dire que la bactérie qui est présente, elle va devenir résistante à cet antibiotique. Effectivement. Alors justement, Boutaina, la résistance aux antibiotiques, ça va être donc l'autre volet que vous allez donc évoquer lors de cette campagne de sensibilisation. Alors comment comptez-vous approcher encore une fois la population pour la sensibiliser encore une fois à cette résistance aux antibiotiques? Effectivement, donc comme vous savez, comme ma collègue a dit, ça devient un fléau, donc il faut toujours trouver des solutions et sensibiliser le grand public à cet effet. Et du coup, il faut comprendre une chose très importante, que les antibiotiques, le mauvais usage des antibiotiques peut conduire à une résistance. Et comment les bactéries deviennent résistantes? Il faut comprendre cette notion très importante. Alors, il faut savoir que la bactérie, à force de l'exposition répétée et excessive des antibiotiques, la bactérie va adapter son génome, son matériel génétique, pour se protéger de cet antibiotique et elle devient résistante, c'est-à-dire l'antibiotique devient inefficace et incapable de tuer ou bien empêcher la prolifération ou bien la croissance bactérienne. Et pour cela, cette notion, je pense que c'est vraiment difficile de l'introduire à une population
population peut-être qui n'est pas dans le domaine, surtout le peuple algérien. Et du coup, on a proposé de créer cette campagne. Et à travers ces journées de sensibilisation, on fait tout simplement, on a intégré un guide pratique, comment gérer nos médicaments en général, c'est-à-dire quels sont les médicaments qu'on doit absolument avoir dans notre armoire à pharmacie, comment comprendre aussi les interactions médicamenteuses, etc. Mais aussi insister sur l'aspect négatif des antibiotiques, surtout lorsque ces antibiotiques ne sont pas prescrits par un médecin ou bien par un pharmacien. Donc voilà, on organise aussi des ateliers pour approcher cette idée, aussi un webinaire et un masterclass. C'est ça la nouveauté de cette campagne. Donc normalement, si je ne me trompe pas, le webinaire aura lieu le 13 février, d'accord, plutôt le 14 février, où on va parler de la thérapie traditionnelle jusqu'à la thérapie innovante, c'est-à-dire personnaliser un traitement pour chaque patient, ce qu'on appelle la pharmacogénomique, mais aussi un masterclass qui va parler de la résistance aux antibiotiques, enfin l'antibiorésistance, et l'ampleur de cette notion, et aussi trouver des solutions innovantes, et pourquoi pas savoir est-ce qu'on peut appliquer ces solutions dans un contexte local ici en Algérie. Alors Amira, ce sont donc une initiative très intéressante, ce que Boutaina vient de dire par rapport au masterclass et par rapport aussi donc, au webinaire, mais ça reste quand même une initiative qui est destinée à un public averti, n'est-ce pas? Donc qui peut participer et comment participer à ces ateliers et aussi à ces webinaires? Alors, ces webinaires, ils sont ouverts au grand public. Il faut juste être à jour sur notre page, nos réseaux sociaux, et on va mettre les informations, les jours, les inscriptions sur nos réseaux. Alors, voilà. Qui c'est qui va animer ces webinaires et ces ateliers? Alors, ça sera des professionnels de santé. Donc, voilà. Voilà, alors comme d'habitude, on va vous retrouver dans les endroits publics pour le volet sensibilisation. On va vous retrouver où et quand? Alors, nos campagnes ont déjà commencé. Ils ont commencé le 3 février. On a été présents dans la place Kennedy, la Grande Poste, et ça reste. On est encore présent jusqu'au 13 février. On va faire une campagne de sensibiliser cette fois dans un lycée où on va introduire ce sujet sur forme de pièce théâtrale pour qu'il sera mieux expliqué. C'est la ludopédagogie, carrément. Exactement. Eh ben, bravo encore une fois pour ce que vous faites. Donc on va vous retrouver encore jusqu'au 13 février, vous avez dit, et le 14, donc ça va être les webinaires et les ateliers. C'est ça? Exactement. Très bien, merci beaucoup les filles, bravo pour ce que vous faites encore une fois, bravo à toute l'association pour toutes ces thématiques qui restent quand même très très importantes, n'est-ce pas Ania? Oui, bien sûr, surtout quand elles ont bien choisi cette fois-ci le thème. Surtout quand on parle d'automédication, de surmédication aussi, que ce soit pour les antibiotiques qui en excès peuvent perturber le microbiote intestinal en plus c'est-à-dire de la résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire le jour où on a besoin, où le patient a une réelle infection plus importante, il ne répond plus au traitement, ce qui peut être très dangereux, surtout pour les tout petits, mais c'est aussi toute une perturbation du microbiote, une décapitation du microbiote intestinal lorsque la durée n'est pas respectée d'un traitement antibiotique en particulier, voire même d'autres effets secondaires pour les anti-inflammatoires sur les ulcères gastriques, etc. On voit souvent ça parce que la personne n'a pas pris la prescription de son médecin, parce qu'on croit qu'on a certaines connaissances, oui, on les a, mais on ne remplace pas le médecin. Un spécialiste, effectivement. Voilà, d'autres arguments alors que vous pourriez encore une fois apporter à votre campagne. Merci beaucoup Amira, merci beaucoup Boutaina d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour ce que vous faites, félicitations. Très belle continuation. Ania, on se retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir. Inch'Allah, tout le plaisir est partagé pour nous. Merci beaucoup. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de Mniha. On va vous faire découvrir cette ville en compagnie de Badira Marni. On se retrouve juste après. Si les pierres du vieux Qsr de Mniha pouvaient parler,
Elle vous raconterait plein d'histoires du vieux temps où il faisait bon vivre dans la simplicité et le partage. Construit il y a 10 siècles avec des matériaux locaux, ce monument entouré d'une muraille se dresse en gardien des lieux sur une colline de forme pyramidale dominant la Palmeraie. Soqsr était le carrefour des caravanes qui venaient du nord et du sud, une sorte de relais commercial pour les tribus dans le Sahara. فهذا القصر هذا كما يقول لك هو الواجهه تاع المنيعه ماذا بينا من السلطات المحليه والولايات. Ce vieux Qsr est la vitrine de Mnéa. Beaucoup de touristes étrangers viennent pour le visiter. Aujourd'hui, nous demandons aux autorités locales de le restaurer. هذا القصر ماذا بينا حنايا يعاودوا يرموه لينا. Classé patrimoine national depuis 1995, ce vieux Qsr a connu quelques opérations de restauration, mais insuffisantes pour le remettre en l'état. Cela n'empêche pas les touristes de faire le détour à chaque fois qu'ils séjournent à Mnia pour admirer de près ce joyau architectural. C'est le cas de ces Espagnols et Portugais que nous avons rencontrés lors de notre tournage sur les lieux. C'est notre première visite en Algérie et nous avons eu la chance de découvrir plusieurs villes, dont Mnéa. Nous avons fait des tours en 4x4 dans les dunes et exploré le marché local. Et maintenant, nous visitons le vieux Qsr. Les habitants sont très accueillants et nous ont fait découvrir leurs coutumes ainsi que leurs délicieux plats traditionnels. This is my third time in Algeria and I like very much. C'est la 3e fois que je visite l'Algérie et j'aime beaucoup ce pays. Sa culture, si proche de celle de l'Espagne, et sa beauté naturelle me fascine à chaque séjour. Mnéa est une ville magnifique et en ce moment nous découvrons son vieux Qsr qui est chargé d'histoire et de caractère. Our culture in Spain. C'est la première fois que je suis en Algérie. Nous avons fait beaucoup de dunes, beaucoup de routes, très intéressant, très différent de ce que nous sommes habitués d'autres pays. Et nous sommes venus voir ce château. Et on va voir le marché, vers les coutumes de ce peuple ici. Et j'aime beaucoup être ici. It's a nice country with a big potential for tourism. Je visite l'Algérie pour la première fois et je suis émerveillée par ce pays splendide et qui regorge de potentialités touristiques. Son peuple chaleureux et hospitalier et sa gastronomie délicieuse nous donnent l'impression d'être chez soi au Portugal. Le vieux Qsr de Mnéa nous raconte l'histoire des civilisations qui s'y sont succédées à travers les âges. I feel very comfortable here. J'ai décidé de venir à l'Algérie parce que j'adore aussi surtout les desserts et les différentes cultures. Parce que l'Europe, on a déjà voyagé un peu par là-bas et c'est vrai que venir ici c'est totalement différent. La nature, c'est impressionnant. Les desserts, l'immensité du dessert, du sable partout, c'est vraiment très joli. Il manque encore quelques jours. Je pense qu'on va bien nous amuser, on va profiter du pays, des paysages, de bien manger, parce que vraiment c'est très différent à nous et c'est très très bon. Le vieux Qsr de Mnia, une invitation au voyage à travers des siècles, un savoir-faire ancestral à découvrir. Il renseigne sur un mode de vie simple et n'attend plus que sa restauration pour lui redonner son lustre d'antan. Et nous allons toujours nous intéresser à la santé puisqu'il y a eu le congrès international autour du cancer et c'est Yazid Mahidi cette fois-ci qui s'y intéresse dans sa rubrique l'invité de la matinale et ce sera juste après cela. Yazid, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Yazid? Ça va, et ça toi? se passe bien? Oui, très bien, alhamdoulilah. Alors, une thématique toujours d'actualité et toujours aussi imposante, malheureusement, Absolument. J'ai avec moi une icône de grand idéal pour la lutte contre le cancer, avec Hamida Khetab, qui est présidente du réseau africain de la lutte contre le cancer. Donc, bonjour. Bonjour Yazid, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, suite à ce congrès international du patient atteint du cancer, à l'occasion donc de la journée de la lutte contre le cancer, la journée internationale de la lutte contre le cancer, ce congrès placé sous le haut patronage du président de la République a été sanctionné par la création de ce réseau africain de lutte contre le cancer.
qu'est-ce que ça vous fait d'être présidente de ce réseau? C'est le couronnement de toute une carrière, de tout un parcours. Oui, bien sûr que c'est une fierté. Je suis contente et tout. Bien sûr que l'Algérie soit élue justement pour présider ce réseau. C'est l'Union des organisations africaines contre le cancer. Et au fait, on va dire, peut-être on va poser la question pourquoi cette union, parce que au fait, nous avons eu le plaisir d'accueillir 14 pays africains qui sont venus partager leur expérience, leur expertise avec nous dans la lutte contre le cancer. Et puis, vous savez, on partage avec l'Afrique vraiment des spécificités, au fait, surtout en termes de cancer prévalent et tout. Nous avons pratiquement les mêmes pathologies cancéreuses qui sont les plus répandues, comme par exemple chez la femme, qui est le cancer du sein, il y a le cancer du sein, il y a le cancer du col, il y a le cancer de la thyroïde, le cancer de la prostate aussi. Au fait, et la deuxième spécificité en Afrique, c'est que les personnes qui sont atteintes, c'est des personnes très jeunes. Alors, comme nous, par exemple, en Algérie, en Afrique, quand on parle, par exemple, du cancer du sein, c'est à partir de 40 ans et des fois même moins. On a par exemple en Algérie les cancers du sein jeunes, maintenant les moins de 35 ans, on est à plus de 12%, alors que la norme à l'international, ça varie entre 1 et 2%. Alors en Afrique, on a beaucoup de jeunes qui sont atteints. Pour la prostate aussi, c'est la même chose. Ailleurs, on parle de la prostate à partir de 70 ans, 75 ans, mais malheureusement, en Afrique, on parle de la prostate à partir de 40 ans, 45 ans, c'est très jeune. Ça veut dire qu'on a des facteurs de risque, justement, qui font que ces pathologies sont très répandues et à cet âge-là. Alors, justement, dans ce cadre, cette Union africaine, nous aurons justement l'opportunité de voir ensemble, d'étudier ensemble, d'avoir très clair pourquoi, c'est quoi ces facteurs de risque, pourquoi justement cette réalité du cancer, et essayer bien sûr ensemble, surtout en partageant nos expertises, nos expériences et tout, de changer un peu cette réalité du cancer, surtout en termes de la prévention. En parlant d'expertise, l'Algérie dispose de plus de 22 centres anti-cancer avec autant d'accélérateurs pour dire en fait tout le travail qui a été mené sur le terrain pour permettre aux patients d'être traités, de pouvoir diagnostiquer la maladie et puis d'arriver jusqu'à la guérison. Comment vous êtes arrivé aujourd'hui à modéliser une stratégie de lutte contre le cancer, de la prévention jusqu'à la guérison? Au fait, justement, vous avez parlé tout à l'heure du premier congrès. Nous avons organisé ce premier congrès international du patient atteint de cancer qui était placé sous le haut patronage de M. le Président de la République. C'est un congrès que nous avons organisé, bien sûr, en partenariat avec le ministère de la Santé et surtout organisé avec l'Observatoire national de la société civile. Au fait, c'était une première expérience parce que c'est un premier concept. C'est un premier concept qui parle du patient atteint de cancer. C'est un premier congrès où le patient a assisté directement. Nous avons pu entendre la voix du patient directement. C'est un congrès justement où, en fait, nous l'avons voulu comme un espace pour réunir tous les acteurs de la lutte contre le cancer. Parce que la lutte contre le cancer, ça ne concerne pas juste le ministère de la Santé ou la société civile, mais c'est vraiment plusieurs acteurs, à savoir plusieurs secteurs, plusieurs ministères. D'ailleurs, tout le monde était présent. Il y avait le ministre de la Santé, le ministre du Travail, la Solidarité. En fait, tout le monde était là-bas. Le produit pharma, le MIP aussi. Il y avait le ministre de la Communication, les start-up et tout, comme pour les nouvelles technologies qu'il faut mettre justement au service de la santé pour améliorer vraiment la prise en charge des patients. Au fait, tous les acteurs, en fait, il y avait les autorités, les professionnels de la santé, les paramédicaux, les psychologues, les associations de patients et les patients, et aussi bien sûr la presse, les médias qui sont un partenaire incontournable. En fait, il y avait tous ces acteurs qui étaient réunis justement pour parler réellement de la réalité de la prise en charge. Et trouver des solutions. Et trouver surtout, parce que au fait, cette communication entre les acteurs de soins, des fois elle n'est pas très présente. C'est pour ça, au fait, des fois, on voulait parler juste de l'organisation, parce que, en fait, pour les moyens, maintenant, ce n'est plus un problème de moyens pour la prise en charge du patient atteint de cancer. Les moyens, ils sont là. La volonté politique, surtout, elle y est, parce que le président de la République, déjà, il a déclaré comme priorité nationale pour les cancers. D'ailleurs, il a alloué tout un fonds qui est dédié justement pour le cancer, là où il est alimenté par des milliards de dinars pour justement pour améliorer la prise en charge. En fait, la réalité, là, on a des compétences, des personnes qui
qui sont formés et tout. Mais au fait, le problème qui se pose justement, c'est l'organisation et la gestion de ce parcours. L'harmonisation. Voilà. Alors aujourd'hui, on est obligé d'organiser ce circuit du patient, circuit de la prise en charge. Et c'est pour ça que nous avons réuni tous les acteurs pour dire, et voir un peu les expériences des uns et des autres, pour dire, voilà comment il faut faire pour organiser. Juste. Tout le monde est d'accord pour fournir, au fait, ils Donc sont là, ils sont la partout. santé du patient a été au centre en fait de ces débats, de tout ce congrès international. Tout à fait, patient. parce que notre objectif via ce congrès, via l'organisation de ce congrès, c'est justement c'est pour dire comment renforcer la représentation du patient via les associations de patients dans tout, par exemple les comités, que ce soit des comités d'expertise ou des comités décisionnels, parce que la voix du patient elle est importante, la vie du patient, il faut l'impliquer maintenant. En fait, on a le patient, il est au centre certes, mais il subit les décisions, il subit tout. On ne l'implique pas directement dans son traitement. Là, aujourd'hui, il faut changer de regard envers ce patient, envers les associations de patients. Vous savez, maintenant, dans le monde, il y a ce qu'on appelle maintenant, il y a la notion, ce qu'on appelle maintenant le patient expert. C'est le patient qui a vécu une expérience, qui est passé par cette maladie. Il est là pour donner son expertise, pour vraiment, il va vous donner c'est quoi quels sont les points forts, les points faibles et tout, pour réellement améliorer la prise en charge. Et maintenant, même, on a quelques patients experts, mais on a aussi les associations de patients qui peuvent justement assurer ce rôle. Ils sont là, ils sont avec le patient, eux aussi ils représentent la voix du patient, et on est partant, on peut justement aider pour mettre en place ces politiques de santé pour améliorer réellement, parce que nous sommes des gens du terrain. On accompagne tout le temps le patient et on connaît un peu, en fait, on connaît tous les rouages, on connaît les points forts, les points faibles. On peut être une force de proposition justement pour changer ce circuit. Et durant ce congrès, il y a eu aussi, vous avez opéré aussi des synergies avec d'autres associations, avec des intervenants de l'Observatoire national de la société civile, ainsi que d'autres intervenants d'autres associations. Oui, au fait, il y avait une forte présence de la société civile, surtout via l'Observatoire national de la société civile, que je remercie beaucoup, surtout leur président, M. Benbaran, qui nous ont vraiment soutenus. Ils étaient là pour nous encadrer, pour nous donner de leur expérience, justement pour bien organiser les choses. Et ça a été une réussite. Il y avait des associations de patients, parce que c'était la fédération, nous l'avons organisée, c'était la Fédération algérienne des associations de patients dont je suis présidente, et qui est composée de 30 associations de patients qui activent sur le territoire national. Il y a les représentants d'Adrar, de Béchar, de l'Est, d'Annaba. Il y avait 30 associations qui étaient représentées sur place pour montrer justement l'apport et le rôle des associations de patients. Il faut changer le regard envers ces associations. Ils sont vraiment partenaires, ils peuvent apporter beaucoup justement pour réellement changer la réalité de la prise en charge. Nous avons eu, c'était un congrès africain par excellence, parce que nous avons reçu justement 14 pays africains, avec qui il y avait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Soudan. En fait, il y avait 14 pays africains, le Togo et tout. Nous avons pu échanger avec eux leur expérience et leur expertise, et nous avons justement créé cette Union africaine des organisations de lutte contre le cancer, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et ça va nous permettre encore de changer cette réalité en Afrique, de travailler ensemble, d'être formés, d'avoir d'autres opportunités justement de changer la réalité du cancer ici en Algérie et en Afrique, Inch'Allah. Madame Hamida Ketta, présidente du réseau africain de la lutte contre le cancer, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup Yazid, merci aussi à notre invité qui fait un travail quand même remarquable sur terrain, notamment Yazid, on le rappelle, à travers l'association Amel qui a rendu beaucoup d'espoir finalement. Absolument. Qui a donné beaucoup d'espoir à nos patients. Donc félicitations encore une fois. Merci Yazid, on se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Merci beaucoup Yazid. Donc continuez. Hier nous avons donc commémoré le bombardement de Sariet Sidi Youssef, là où les sangs des Algériens et des Tunisiens se sont mêlés. Ça s'est passé un certain 8 février 1958. On revient sur cet autre crime de guerre et on se retrouve juste après. Que la guerre fait des ravages en Algérie, un violent bombardement de l'aviation française frappe le village tunisien de Sariet Sidi Youssef. L'attaque visant les combattants du FLN fait plusieurs dizaines de morts, dont des civils, des femmes et des enfants.
Ce drame provoque une indignation internationale et renforce la solidarité entre la Tunisie et l'Algérie. J'étais jeune, j'étudiais à Saïd Sidi Youssef. Ma vie suivait son cours jusqu'à ce que 2 avions nous attaquent. Les bombardements ont commencé vers 10h30. Ils ont frappé tout le massif montagneux de Sidi Ahmed. Depuis la nuit des temps, depuis toujours, les deux peuples partagent un héritage commun, marqué par des traditions, des dialectes proches et une histoire enracinée dans les mêmes civilisations, que ce soit la civilisation amazigh ou la civilisation arabo-musulmane. Ces relations se traduisent aussi par des échanges humains, culturels et économiques. À la suite de cette attaque, la Tunisie intensifie son soutien à la cause algérienne, dénonçant l'agression française et appelant à une réaction internationale. Cet événement marque un tournant dans la coopération entre les deux pays qui aujourd'hui entretiennent des relations étroites fondées sur une histoire commune de lutte et de solidarité. Le peuple tunisien et le peuple algérien commémorent ensemble le massacre de Saïd Sidi Youssef, une date qui a scellé leur unité à travers le sang et l'histoire. Cette mémoire rappelle que leur destin est commun et que, tout comme ils ont résisté ensemble à la colonisation, ils doivent aujourd'hui affronter l'avenir avec la même solidarité. Il est essentiel de transmettre cette leçon aux générations futures pour qu'elles comprennent que la stabilité d'aujourd'hui est le fruit de grands sacrifices. Aujourd'hui, Saïd Sidi Youssef reste gravé dans la mémoire collective des deux nations. Chaque année, Algériens et Tunisiens se retrouvent pour commémorer cet événement, rappelant que leur histoire est liée par le sacrifice et la lutte pour la liberté. Le sacrifice et la lutte pour la liberté, on continue d'en parler comme chaque dimanche en compagnie de notre ami Hassan Arab et ce sera juste après cela. Hassan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui. Voilà, alors moi je me disais, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu le week-end et finalement c'est le dimanche qu'on Les dimanches, tous les dimanches. Voilà. Et tous les dimanches aussi, on retrouve Samira. Samira, bonjour. Bonjour Nour, bonjour. Comment ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Riyad aussi. Bonjour, en fait c'est vous qu'on n'a pas vu depuis longtemps le dimanche. Bah, finalement, je viens vous rendre visite de temps à autre. Comment ça va? Voilà, ça va très bien. Très et vous, heureux. ça se passe bien? Très très bien. Très bien, alhamdoulilah. Alors, Hassan, on continue à parler donc, de cette page d'histoire et à chaque fois, il y a des nouvelles pièces de puzzle donc, qu'on découvre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté par rapport, encore une fois, aux armes qui ont été utilisées lors de la guerre de libération. Aux armes chimiques, grâce donc à une recherche qui a été menée par un historien français, membre de l'association Maurice Audin. Il a pu interviewer un certain nombre donc, de militaires qui ont fait partie ce qu'on appelle la section des grottes, de l'armée française qui a été mise en place dans une caserne à Bourges à partir de 1956. Et puis, ils ont commencé à mener des attaques, donc à cibler des grottes, des refuges de l'ALN à partir de 1956, mais à partir de 1959, le général Massu va intensifier. On parle de près de une centaine d'attaques, 91 plus exactement, attaques entre 1960 et 1961, donc 91 grottes qui ont été ciblées, au moins. C'est-à-dire c'est un chiffre parce que lui il se base sur les chiffres, certains chiffres de l'armée française. Au moins 200 Algériens ont été gazés. Et 200, c'est-à-dire c'est des unités de l'ALN. Mais il y a des cas où ces grottes, c'est le cas de la grotte de Terchiwi, dans la wilaya de Batna, au mois de mars 1959, où en une seule journée, 120 civils, des hommes, des femmes, des enfants, essentiellement, ont été gazés. 120 personnes en une journée. Donc c'est l'usage de gaz toxiques pendant la guerre de libération nationale est un dossier explosif sur une guerre chimique souterraine qui commence à remonter à la surface ces dernières années grâce donc à cet historien et archiviste Christophe Lafaille.
il a aujourd'hui, il n'a pas encore, il a écrit quelques articles académiques, mais il dispense quand même un séminaire à l'université de Lyon, donc sur cette affaire. Parce que, et depuis 2 ans, depuis 2022, il réclame, il revendique l'ouverture des archives concernant ce dossier brûlant. Donc, pour le moment, on n'a pas donc, des données claires, officielles, concernant les opérations menées par cette section infernale, c'est-à-dire la section des grottes. Et justement, Hassan, dans cette même lancée, d'ailleurs, il y a eu même des témoignages donc, de certains membres de l'armée française qui disaient qu'ils n'avaient pas le droit de dire de quoi il s'agissait. Donc on appelait ça de simples boîtes et on ne sait même pas ce qu'il y a dans ces boîtes. Parce que, écoutez, la France, elle a signé un protocole de non-prolifération et de non-usage des gaz toxiques, asphyxiants et similaires. Oui. C'est un protocole qu'elle a signé en 1925. Et puis nous savons qu'en Algérie, pendant la guerre de libération, c'est des gaz, il y a même des gaz qui ont été fabriqués ici, sur le territoire algérien, qui ont été testés sur les Algériens. Donc ils ne vont pas dire à leurs militaires qu'ils sont en train d'utiliser des gaz prohibés. Une autre violation de son propre engagement finalement. La France n'a cessé, durant les 132 années, n'a cessé de violer toutes les conventions internationales, les droits, etc. Donc, et puis, elle a menti pendant toute cette période par rapport à toutes les exactions, par rapport à toutes les humiliations, les violences qu'elle a faites subir aux Algériens. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs le 8 février 1958, une autre violation. Oui, là c'est une autre violation, c'est un massacre contre l'humanité, le 8 février 1958, lorsqu'elle a ciblé les civils de Saqiet Sidi Youssef. Des civils, ils ont choisi même le jour c'était un jour de marché, donc il y avait plusieurs... les gens étaient au niveau de cette ville paisible. Et il y a eu au moins 20 enfants qui sont assassinés, 31 femmes, et les autres, c'est des civils. Il faut être certain de faire le maximum de victimes. Voilà. C'était pour faire le maximum. La France, il a toujours, depuis Bugeaud, il avait forgé un concept de guerre totale. Sanguinaire. En 1840. Il sera repris par un certain, donc, les responsables du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, le concept de la guerre totale, pour vous dire que c'est des militaires fascistes, c'est des criminels. Et puis, 1958, il y avait un certain Salon. Salon, quand il arrive au pouvoir en 1957, à Alger, quand il va chapeauter l'armée française, il va exactement adopter le concept de guerre totale. C'est pourquoi on s'acharne contre la guerre totale. Ça veut dire faire le nettoyage d'une zone, d'une région. On s'attaque à tout le monde, les militaires, c'est-à-dire l'armée de libération nationale, mais que les civils, y compris les enfants. C'est le projet d'éradication d'une population. D'une population, c'est exactement. Donc, Saqiet Sidi Youssef ne peut pas être envisagé en dehors de cette stratégie militaire bien tracée par le général Salon à l'époque. Mais voilà, donc, un massacre qui a été documenté par René Vauthier, qui est arrivé exactement, les premières images. Les premières images. Il est arrivé une demi-heure après le massacre sur place. Si vous permettez juste une question à Hassan, je vais revenir aux armes chimiques dont vous parliez dans le début de votre intervention. On sait qu'il y a eu des essais nucléaires à Argan. L'État algérien demande justement réparation à ce qui s'est passé. Là, on découvre
qu'il y a, en tout cas moi je découvre pendant 2 ans je pense ça a duré ces armes chimiques dans les Non, à partir de 1959, j'ai dit qu'il y a eu une intensification. Je vais vous donner un exemple parce que c'était un témoignage. La question c'est est-ce qu'on connaît la nature? On termine avec c'est un témoignage que je dois donner. Donc dans un refuge souterrain ont été cachés une unité de l'ALN lors d'une opération menée en 1959 à Tolga, donc c'est inédit, dans la wilaya de Biskra. Il va y avoir, c'est Yves Carigno qui raconte, c'est un militaire, pour donner donc un nom à ce témoignage. Il dit l'armée française a demandé de gazer cette grotte et le lendemain, ils ont découvert 10 cadavres à l'intérieur, sans vie, évidemment. Donc, pour vous donner un exemple, il y a d'autres exemples qui ont été... On peut aussi retrouver, effectivement, et donc en tout cas, l'usage des gaz chimiques, ça a été, ont été utilisés, notamment, l'usage donc a été observé notamment dans les Aurès et dans le Djurdjura. Effectivement, et donc le devoir de mémoire, aujourd'hui, il est plus qu'important, plus que nécessaire, plus qu'imposant. Samira, on en parle aussi, n'est-ce pas, à travers toutes les manifestations qui viennent encore une fois, renforcer et préserver cette mémoire, notamment les sculptures qu'on peut retrouver du côté de Riyad el-Fath, n'est-ce pas? Oui. Voilà, alors on va en parler dans un petit moment, mais ce sera juste après cela. Voilà. Oui, Maqam Shahid. Maqam Shahid. Le mémorial des martyrs. Un lieu sacré, on va dire. Tout le monde le connaît, tout le monde, toutes les personnes qui viennent à Alger, tous les chefs d'État, tous les visiteurs, tous les touristes font forcément un passage par Maqam Shahid. Elle a une valeur historique, symbolique, elle est sacrée. Sincèrement, elle est sacrée, voilà. Donc, on peut le voir de partout. Quel que soit l'endroit où on se trouve à Alger, on peut voir Maqam Shahid. Donc, c'est un Polonais qui l'a fait, mais il ne l'a pas fait tout seul, bien sûr. Il l'a fait avec Béchir Yilez, qui a été un artiste, artiste connu, reconnu, mais il a été aussi le premier directeur de l'École nationale des beaux-arts, et aussi Skander le calligraphe. Voilà, il y a eu aussi Boumelin, il y a eu beaucoup, mais ceux-là principalement ont participé à l'édification de Maqam Shahid, bien sûr, avec des sociétés de construction. Voilà, on les cite, c'est pas la peine de les citer. Voilà, on cite seulement le Polonais. Le Polonais, c'est, je suis désolée, je vais le dire, Marianne Adam Kona Ichni. J'ai réussi à le prononcer grâce à Yazid Mahieddin, qui connaît bien le fils de ce sculpteur qu'il a rencontré en 2017. 2017, oui, voilà, c'est l'année du décès du sculpteur polonais. Son fils est venu ici. Il y a eu une rencontre, je crois, à l'école des Beaux-Arts. On le voit sur la photo? Alors, c'est Adam Marianne Kona Ichni. Je vais réussir avant la fin de l'émission à le prononcer correctement. Voilà, donc Adam Marianne Kona Ichni a été le directeur et recteur de l'Académie nationale des beaux-arts de Pologne. Voilà, donc il est venu en Algérie, il a contribué à, on va dire, symboliser, sacraliser la résistance à la colonisation française, la guerre de libération nationale, et puis le présent et le futur de l'Algérie. C'est symbolisé par les statues, les statues de maquisards moudjahid et soldats de l'ANP qui figurent, qui sont autour. Trois périodes. Voilà, la résistance. Trois périodes de notre histoire contemporaine. La résistance au XIXe siècle, la lutte de libération nationale, et puis le flambeau d'ailleurs, même le soldat de l'ANP avec le flambeau qui symbolise un petit peu la période de l'indépendance. La période de l'indépendance, puisque Maqam Shahid a été construit. On a des images, elles sont réelles. C'est lors de la construction, début de construction, c'était le 17 novembre 1981. L'œuvre s'est achevée 9 mois plus tard, donc à l'occasion du 5 juillet 1982. Le président de l'époque l'a inauguré, donc c'était un défi à la technologie. Pourquoi ? Parce que Maqam Shahid,
Bien sûr, Béchir, c'est lui qui a fait la maquette, bien sûr. C'est un espace assez difficile. On voit la cité d'Yar el-Mahsoul. On a une vie, c'est une falaise, hein, elle est abrupte. Le Maqam Shahid est construit sur, dit-on, un ancien fort militaire. Et puis, ce sont 3 palmes. Oui. 3 palmes qui, au niveau de... Maqam Shahid mesure 92 mètres. Hein. Donc, au niveau du 50e mètre, il a fallu courber ces palmes. Il a fallu, c'est un défi à la technologie, c'est un défi à tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, mais ils l'ont fait grâce, bien sûr, à ce sculpteur polonais, à Béchir Yildiz, et bien sûr aux gens qui ont travaillé autour. Donc, alors, juste, il y a un dôme qui clôture cette structure monumentale. Il y a l'intervention de calligraphes aussi qui ont contribué à faire ce dôme. Et au centre de Maqam Shahid, bien sûr, en dessous, il y a le musée. Il faut savoir que dans le périmètre, on a le musée de l'armée et il y a aussi le musée du soldat de Moudjahid qui est juste en dessous du sanctuaire. Du soldat inconnu. Du soldat inconnu, bien sûr, parce qu'il n'est pas question de mentionner ni le grade, ni, on va dire, presque la situation géographique. Tous les noms sont cités. On voit le centre de... Juste en bas, il y a le flambeau, bien sûr, qui est allumé à chaque commémoration, exactement. Et juste en dessous, il y a le musée. Et en dessous du musée, pour moi, je l'appelle la pièce sacrée, hein, puisqu'il y a un Coran qui est posé sur une pierre qui représente le territoire. Et tout autour, il y a des écritures en calligraphie. Et il y a surtout le Coran qui est lu, on va dire, diffusé en boucle. Dans un coin de ce lieu, il y a, moi à chaque fois que j'y vais, j'ai la chair de poule, il y a la guillotine qui était à Barberousse, à Serkadji, et qui est dans un coin de cet espace. Voilà. Je voulais juste rappeler que donc, le sculpteur polonais qui a fait les statues, qui a contribué à l'édification de Maqam Shahid. Rappelez-nous son nom. Mariam Adam Kona, je suis obligée de le dire, Kona Ichni. Voilà, Kona Ichni. A réalisé la statue de l'émir. Alors là, Yazid, il te dit Kolanché. Kolanché, voilà, je me suis trompée. C'est Yazid, il aurait dû être là. Il a fait aussi la statue de l'émir Abdelkader qui se trouve à la place Émir. Oui, à la place Émir, à un endroit, on va dire aussi tout aussi sacré, historique, que tout le monde visite, même les JP, hein, autour, il y a le fameux mille qui part, exactement. Voilà. La statue de l'émir Abdelkader. Qui est fabuleuse. Alors lui, remplacer une ancienne statue d'un sanguinaire, lui est orienté vers la mer, son glaive à la main. Voilà, on n'a peur de personne et on est prêt. On est prêt, on est toujours prêt, effectivement. Merci beaucoup Samira. Donc cette fois-ci, c'est au rendez-vous sportif auquel on s'intéresse en compagnie de Riyad, juste après ceci. Riyad, je vais essayer de faire vite. Hein, c'est difficile de passer d'un sujet aussi lourd que notre histoire, sombre histoire. Mais c'est la continuité. On va passer au sport. N'est-ce pas, Hassan? Le sport, c'est aussi la continuité. Oui. Ouais, il s'intéresse aussi au sport, Hassan. Voilà. C'est aussi une forme On a aussi une histoire de sport. On a souvent fait des émissions d'histoire, lui et moi. Alors rapidement, les événements de ce week-end, c'est d'abord hier, cette finale. C'est un match unique, hein, on l'appelle finale, mais c'est la Super Coupe d'Algérie. On va voir les images tout de suite entre le détenteur de la Coupe d'Algérie, le Chabab El Ahly de Belouizdad, et le Moudia d'Alger, vous le voyez, qui a remporté cette Super Coupe. Hier, c'était un match épique. Vous avez pu suivre notamment sur les différentes chaînes de la télévision algérienne, avec d'abord cette faute de Zerba au départ, et Bayazid qui ouvre le score pour le Moulia d'Alger. On joue la première période. Le Mouloudia se balade dans cette première mi-temps. Deuxième but, cette fois-ci du capitaine du Mouloudia, Abdellaoui. Il ouvre son pied pour battre encore une fois le gardien du CRB. 2-0, on pensait que la finale était pliée. Que nenni, puisqu'il fallait attendre une deuxième période. Et la deuxième, elle est pour le Chabab. On voit cette faute de Abdellaoui, penalty de Mahious, l'ancien joueur de l'USMA qui marque donc et réduit le score. Et puis Mahious, encore une fois, qui va aller arracher les tirs au but avec cette égalisation. Le CRB et les supporters exultent. Ils ont droit à la séance de tirs au but. Et ce même Mahious qui rate un penalty. Et au final, c'est le Mouloudia qui va l'empocher. 4 tirs au but à 3.
et le Mouloudia qui remporte sa 5e Supercoupe. C'est le record pour l'instant. 5 pour le Mouloudia d'Alger, 4 pour l'USMA et l'Entente de Sétif. Le Serbé reste à 3 pour l'histoire. Hein. Hassan, voilà donc. Mouloudia voulait cette coupe. Elle voulait pour prendre sa revanche, parce qu'elle a perdu la coupe, elle voulait le doubler. Souvenez-vous, l'année dernière, Mouloudia était champion, il voulait remporter le doublé, le Serbé l'a pris. Champion d'hiver et Supercoupe d'Algérie en attendant la fin de l'épilogue du feuilleton de cette année, c'est-à-dire le championnat, la phase retour qui commence bientôt. Cherche un doublé, le Mouloudia. Le Mouloudia cherchait le doublé, peut-être qu'ils vont l'avoir Supercoupe championnat. Ça nous permet d'avoir une belle fin de saison. On va rester avec le foot, on va regarder une autre image, une équipe qui est flamboyante depuis le début, le Harrach qui a sorti la JS Kabylie lors du tour précédent au stade de défunt Hussein Ahmed. Là, les Harrachis partent à Oran, au stade olympique, pour aller battre, tenez-vous bien, le Mouloudia d'Oran. Pourtant, à la tête du Mouloudia d'Oran, il y a un spécialiste, c'est Amrani, spécialiste des coupes. Regardez ce magnifique écrin, ce stade est magnifique, formidable, il était plein à craquer, la moitié du stade était jaune et noir, acquise pour les Harrachis. Les joueurs du Mouloudia d'Oran vont tout essayer sans y réussir, et puis c'est un Harrachi qui va ouvrir le score et garder cet avantage. C'est Berrabah qui ouvre le score pour l'USM Al-Harrach. L'USM Al-Harrach qui, tenez-vous bien, eh bien, est en quart de finale de la Coupe d'Algérie. C'est une équipe de Ligue 2 qui cherche à monter en Ligue 1 cette année. Donc, le Harrach rejoint le Mob et Tmouchent en qualifié dans cette première partie des huitièmes de finale. On va aller très vite. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps. 4 minutes encore. 4 minutes, on a le temps. On a le temps de faire un tour d'Algérie parce que vous le savez, le TAC, Tour d'Algérie cycliste, commence aujourd'hui. Hier, et il y a eu le Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef, remporté par l'Érythréen. Moi aussi, je vais y arriver. Hein, j'ai mon droit aussi de nom. Alors, il s'appelle Maïkele Miltiakis, mais je suis sûr que... Vous pouvez répéter, Riyad Voilà, je prends ta revanche. Maïkele Miltiakis. Mais je suis sûr que Sidi Ahmed Bouraïb le prononce mieux que moi. Oui. On va écouter le compte-rendu de ce Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef, résumé par notre envoyé spécial du Tour, le spécialiste du cyclisme, Sidi Ahmed Bouraïb. Partir de Sarriet Sidi Youssef reflète la fraternité et la solidarité entre les peuples algériens et tunisiens et la mémoire vive des massacres qui ont eu lieu dans la région le 8 février 1958. Le peloton restera regroupé durant les 20 premiers kilomètres et passera par de somptueux paysages. Où qu'ils passent, ils sont encouragés par les populations sorties les encourager. La première échappée est composée des Algériens Abdallah Ben Youssef et Ayoub Sihiri et du Néerlandais De Jong. Une échappée qui prendra jusqu'à 4 minutes d'avance. À Bouchgouf, 25 coureurs contre-attaquent et rattrapent les échappés. Il ne reste alors que 20 km à parcourir. La victoire se joue au sprint et c'est l'Érythréen Mikialas qui franchit la ligne d'arrivée en premier en 3 heures, 0 minutes 9 secondes, suivi de Hamza Yassine de Madar et Najib Assal du Mouloudia d'Alger. Ça a été dur un peu au début de la course, ça a été un peu de montée. Et on a géré l'écart de l'échappée, on a fait bien travailler l'équipe de Madar. Et après, on a pris une décision pour ramener le paquet au sprint. On a fait tout pour gagner aujourd'hui, mais malheureusement, on a échoué à la dernière seconde. J'ai lancé le sprint un peu loin et le Érythréen était plus fort que moi et il a gagné. Le Tour d'Algérie 2025 débutera ce dimanche avec la première étape qui reliera Guelma à Constantine sur une distance de 103 km 200. Voilà, première étape, Guelma-Constantine, vous l'avez entendu, bien chanceux, hein, Sidi Ahmed Bouraïb, Tour d'Algérie cycliste. D'abord, c'est un grand événement de sport et de tourisme également, parce qu'on découvre de magnifiques paysages. Magnifiques paysages, la boucle de l'Est, et puis ça va passer par l'Ouest et revenir au centre. Très très belle aventure qu'on vous fera vivre, hein, bien évidemment, sur Canal Algérie, toutes les étapes, dans nos différentes éditions et nos émissions sportives. Voilà, j'ai fini, je descends de mon vélo. On le prend, nous ouais, le vélo Bah oui, pourquoi pas bah voilà. Faut suivre. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Riyad, pour les nouvelles sportives. Samira, merci beaucoup. Merci. Hassan, merci beaucoup. Merci. Je vous retrouverai quand même, hein. Je viendrai aussi vous rendre visite dimanche. Je vais pas vous ramener du chocolat. On a eu droit au chocolat la semaine dernière. Ah ouais. Cette semaine, on n'a rien eu. Donc, grâce à vous ramener des chocolats la semaine prochaine. Même Ania, spécialiste maison de la nutrithérapie, elle a bien insisté sur la prise de chocolat noir ce matin. Ah, noir, non. Ah ben voilà.
Alors vous aurez vos chocolats, Inch'Allah, dimanche prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, donc Bonne ça va semaine. faire notre émission. J'ai Merci hâte, beaucoup moi. de nous avoir suivis. Donc pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Inch'Allah, je vous souhaite une excellente semaine. Alors apparemment, on termine en compagnie de